M. Thiam, vous présentez cette thèse devant le jury ainsi constitué. Le président, professeur Mordaou, moi-même, le rapporteur, professeur Seydou, empêché pour choix de force majeure, professeur Daha Chérif Ba, examinateur, professeur Wali Faye, et votre directeur de thèse, professeur Abdoulaye Touré. Nous serions gré en une vingtaine de minutes de décrire la justification du sujet, pourquoi un tel sujet, et quelle est la problématique qui sous-tend un tel sujet, quels sont les outils, les sources, les documents que vous avez exploités, quelle est la méthodologie privilégiée, quelles sont les difficultés rencontrées et les résultats auxquels vous avez abouti. Vous avez une vingtaine de minutes, soyez succinct. Avant qu'on donne la parole à mon président, le directeur de thèse. Qu'il vous plaise aussi, l'auditoire, de mettre, à défaut de les éteindre, vos téléphones en sourdine pour ne pas perturber la séance. C'est une séance aussi solennelle. Les applaudissements sont interdits, sauf à la fin de la proclamation des résultats. Monsieur Thiam, vous avez la parole. Merci, cher membre du jury. Mémoire de mon père, El Hadj Makan Thiam, que la terre de Domo lui soit légère, à ma très chère mère, Awa Sarr, pour son affection et ses prières, à mes fils et à mes frères et sœurs de la famille Thiam pour leurs encouragements, particulièrement à Ndongo Thiam, Ndeye Thiam, Mansour Thiam, Pape Thiam, Abdou Diouf Thiam, Asselo, Cheikh Thiam, Ibrahima Thiam, Samba Thiam, Alassane Thiam, Matar Thiam, Salim Thiam et Abdoukende Thiam. À ma femme, Awa Fall, et mes fils, Mohamed Moustapha Thiam et Cheikh Ahmed Tijani Thiam. À Ndeye Ndiaye, Awa Ndiaye, Amital, Sira Dafé, Nogaye Khoule, Fab Diallo, à Alun Thiam et mes amis de la chambre de Cuba, Casablanca, à mes amis de la péninsule de Dakhla, à mon oncle Abdoulaye Sarr et ma sœur Antania, à mon ami Alun Sow, à mes collègues de Indorama, ICS, particulièrement à M. Kempio, à tous mes condisciples et amis du Daïra du Moustarchidine ou Moustarchidal, je vous dédie ce travail. Ce travail est le fruit de plusieurs années de recherche passionnantes qui nous ont permis de rencontrer des personnes très différentes, parfois un peu déroutantes pour nous, mais toujours intéressantes. Il est aussi le fruit du soutien et de la participation responsable d'un certain nombre de personnes qui ont donné d'eux-mêmes pour son aboutissement. Nous voudrions qu'elle trouve ici l'expression de notre profonde gratitude. Je remercie le professeur Abdoulaye Touré pour avoir accepté de diriger ce travail avec beaucoup de disponibilité. Je le remercie pour le temps qu'il m'a consacré et pour ses conseils avisés qui ont guidé la construction de cette recherche. Je remercie aussi le professeur Daha Chérif Ba qui m'a accueilli avec la famille dans son bureau, m'a judicieusement accompagné et m'a permis d'avancer plus sereinement dans mon travail. Soyez-en remerciés. Soyez remerciés pour toute l'attention que vous portez à ma famille, à mes amis, à mes amis. Monsieur Abdoulaye Touré a guidé nos premiers pas dans la recherche en histoire. Ses encouragements et son amitié ne nous ont jamais fait défaut. Il a su partager ses connaissances et son expérience avec générosité et disponibilité. Ses orientations, ses lectures critiques et la rigueur scientifique qui ont été d'un apport considérable à ce travail. Qu'il en soit remercié. Je remercie le professeur Idrissa Ba,
qui m'a aidé à revoir la perspective et à harmoniser le contenu du travail. Soyez-en remerciés. L'élaboration de ce modeste ouvrage n'a pas été donc aisée, surtout pour un jeune chercheur, mais grâce à l'aide et la clairvoyance de M. Abdoulaye Touré, ce travail a pu être mené à bonne fin. J'ai également une pensée reconnaissante pour le professeur Ousseynou Faye, du département d'histoire de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il nous a reçus en 2014. Chez lui, à Guédiawaye, et m'a prodigué des conseils qui reflètent la diversité et la densité de ses connaissances intellectuelles. Il a aussi enrichi ce travail en nous orientant sur des pistes de recherche liées à notre objet de recherche. Merci à tous les professeurs du département d'histoire et au-delà, à tous ceux qui ont contribué à notre formation du primaire à l'université. Nos plus vifs remerciements aux archivistes dont la mission est de garder la mémoire de la nation. Nous souhaitons remercier ici un certain nombre d'institutions qui nous ont procuré leur aide, l'Institution fondamentale d'Afrique noire, les agents de la Bibliothèque universitaire de Dakar et ses annexes, que nous tenons à remercier, le personnel des Archives nationales du Sénégal, notamment Mme Badi et Sokhna Soussek, de la mairie de Dakar, Mamadou Sissé, chef de subdivision recherche et en information, de l'Assemblée nationale a mis à notre disposition des revues d'information et des supports électroniques. Nous remercions aussi les professeurs Khadim Baké et Abdoulaziz Kébé, Seyda Maria Magnas, Abdourahmane Nia, ancien principal à la retraite au lycée de Podor, pour les entretiens qu'ils nous ont accordés et la pertinence de leurs commentaires sur le choix du sujet en question. Nos remerciements aux personnes qui nous ont reçus et ceux qui ont accepté de nous apporter leur témoignage sur la contribution des religieux dans l'œuvre de construction nationale, notamment Serigne Samba Diagne à Sanar Wolof, Université Gaston Berger de Saint-Louis, à Amadou Wele Tivaouane, Khalifa Mbaye Tivaouane, Dame Fall à Grand Médine Dakar, Mohamed Ndiaye, Grand Médine, Fou Massam à Fan Résidence, Madiké Diop aux Parcelles Assainies, à Serigne Mor Diop aux Parcelles Assainies, unité 25, Elhadji Malick Cissé di Cissé Djindé à Guédiawaye, Seyda Mariama Niass à Mermoz, Imam Ahmad Sow à Gaïa, Oustaz Pape Thiam à Kër Diogo, Docteur Khadim Baké à Lifan, Nourdine Touré à Darou Djidouane en Gambie, Alioune Diouf à Daga dans la région de Thiès, Salim Ndiaye à Taïba Ndiaye dans le département de Tivaouane. Merci à ma mère Awassa, mon frère Longo Thiam et ma soeur Ndeye Maguette Thiam pour leur soutien financier et moral. Mère Awa, Osu de Méos, chère de ma sœur, honneur à toi. Tu es la source de vie, la mère de l'humanité. Longo, merci d'avoir accepté de financer mon voyage de Tito au Maroc. Avec mes maigres ressources, vous m'avez tous les deux accompagnés dans le financement de ce travail durant toutes les années de recherche. Soyez-en remerciés. Merci à Maman Faye qui a assuré la mise en forme du texte. Elle est formidable, toujours au service de la communauté estudiantine. Notre amitié dépasse la décennie. Merci à Cheikh Ahmed Tidiane Sarr, directeur de l'Institut Al-Irshad. Il m'a financièrement aidé en vidant son compte personnel. Il m'a aussi beaucoup encouragé et surtout m'a beaucoup conseillé. Soyez-en remerciés. Je tiens aussi à remercier le professeur Mornao pour sa disponibilité et l'honneur qu'il m'a fait en acceptant de diriger cette thèse de doctorat. Merci à ma sœur Matissal. Je n'oublie pas les sacrifices consentis à mon endroit. Tu m'as toujours témoigné ton affection, tes prières me sont parvenues. Merci à tous mes camarades et amis. Merci à mes parents qui aussi m'ont supporté durant ces années d'études et connaissent maintenant parfaitement les raisons de notre labeur. Monsieur le Président, je voudrais assez points essentiels. Donc, en premier lieu, sur la forme et le fond, je vais axer ma communication sur la forme et le fond du document et une analyse et interprétation des grandes lignes du document. Le travail comprend, outre l'introduction générale, la problématique et la conclusion. L'introduction fait 15 pages et la problématique 86.
L'introduction et la problématique présentent les grands axes du sujet, définissent les concepts et analysent les sources étudiées. Les éléments bibliographiques sont répartis entre ouvrages généraux, journaux, périodiques et sources archivistiques. Ils couvrent suffisamment l'objet de la recherche. Au total, le document comporte 20 chapitres, se présentant en 3 parties. La première comprend 3 chapitres de 55 pages, la deuxième 8, soit 189 pages, et la troisième 9, soit 158 pages. Le reste du travail est constitué par le glossaire, l'annexe, la table des matières, une liste des photos, 30 photos, des figures, 7, des entretiens, 28 entretiens, et des voyages d'études au Maroc, notamment du 5 novembre 2018 au 9 avril 2019. En Mauritanie, nous avons visité Nouadhibou et Nouakchott en 2019 et en Gambie du 7 au 8 août 2019. La première partie, nous l'avons intitulée Islam et tradition. La première partie de la thèse, 56 pages, est consacrée à l'étude des rapports entre Islam et tradition. Elle comprend 3 chapitres. Premier point, nous avons cherché à définir les concepts relatifs au statut de marabout dans la société sénégalaise et son évolution dans le temps. Ensuite, nous avons fait une revue des traits caractéristiques des différents types de marabouts et leurs fonctions dans la société, dans les sociétés précoloniales. Et enfin, nous avons fait une analyse des facteurs de déstructuration des structures parentales chez les Wolof sous l'influence de l'islam et de la colonisation européenne. La deuxième partie, nous l'avons intitulée Évolution de l'islam. La deuxième partie étudie l'évolution de l'islam depuis ses origines dans la péninsule arabique jusqu'à nos jours et ses rapports avec les systèmes en place au Sénégal. Elle retrace les débuts de l'islam au Sénégal, sa diffusion, ses rapports avec les pouvoirs en place et le rôle des marabouts dans la propagation de l'islam au Sénégal. La troisième partie, nous l'avons intitulée Institutions coloniales et conquête démocratique. La troisième partie, 155 pages, analyse l'histoire des institutions coloniales, les conquêtes démocratiques au Sénégal et le rôle des religieux dans les luttes pour l'indépendance. Elle étudie également les modes de fonctionnement des institutions politiques et les figures emblématiques de cette période comme Léopold Sédar Senghor, Lamine Gueye et Mamadou Dia. La conclusion maintenant jette un regard critique sur les figures politiques du Sénégal. Donc nous pouvons dire que l'interprétation de l'islam et de la vie sociale et politique est encore très profonde au Sénégal. Les marabouts jouent un rôle crucial dans la vie sociopolitique depuis la période coloniale jusqu'à nos jours et entretiennent des rapports fondés souvent sur un échange de services. Donc nous l'avons suffisamment développé. L'idée des rapports entre le spirituel et le temporel, entre l'islam et la tradition, a toujours exercé une influence prépondérante dans les choix de nos sujets de recherche, aussi bien en master qu'en année de thèse. En effet, il est difficile pour nous d'imaginer l'homme à quelque époque que ce soit de son existence comme étranger à la religion et à la société. Aussitôt qu'il aperçoit un fait dont il ignore la cause, il se crée un Dieu pour l'expliquer et il établit entre lui et cet être de sa création. C'est la description maintenant de ce long processus du 8e à la seconde moitié du 20e siècle que nous cherchons à expliquer dans cette étude. Une étude des concepts s'est donc imposée à nous pour élucider tous les concepts qui se rapportent à notre thématique. Islam, c'est un nom masculin. C'est un nom masculin. Ce mot s'écrit avec une minuscule quand il désigne la religion musulmane. Exemple, les 5 piliers de l'islam. C'est un mot arabe souvent répété dans le Coran signifiant l'acte de se remettre à Dieu. Il s'écrit avec une majuscule quand il désigne le monde musulman et la civilisation qui le caractérise. Les pays, exemple, les pays de l'islam. L'islam tel que l'a conçu et organisé par Mahomet est une religion dont le dogme présente un caractère de très grande simplicité. Le musulman doit croire en Allah, en ses anges, ses prophètes, à la fin du monde et à la prédestination.
Donc maintenant ici, il faudrait qu'on insiste sur le mot, parce que j'ai utilisé le mot islam, et là vous voyez tout au long dans le document, il s'agit, je l'ai développé, il s'agit des dogmes, mais aussi des rites, mais surtout de la civilisation musulmane. Parce que là, il y a des chapitres qui l'ont évoqué, notamment l'évolution du soufisme, l'impact du soufisme dans la société sénégalaise. Il y a aussi morale et spiritualité dans la pensée soufie, qui les chapitres 8 et les chapitres 7 qui évoquent ce phénomène d'islamisation. Les traditions. Le concept politique est un nom féminin utilisé pour désigner l'ensemble des pratiques, faits, institutions et déterminations du gouvernement d'un État ou d'une société. Il s'agit de la politique extérieure ou intérieure relative à l'organisation du pouvoir dans l'État, à son exercice. Il s'agit ici des institutions politiques et des hommes qui exercent le pouvoir. Le concept tradition, c'est un nom féminin qui désigne dans le cadre de cette étude l'ensemble des doctrines, légendes, coutumes transmises de génération en génération. Quand on parle ici de tradition, par exemple tradition africaine ou même sénégalaise, il ne faut jamais généraliser. Il n'y a pas une seule Afrique, il n'y a pas aussi une tradition africaine valable pour toutes les régions et pour toutes les îles. Certes, il existe de grandes constances, exemple la présence du sacré en toutes choses, relation entre le monde visible et le monde invisible, entre les vivants et les morts, le sens de la communauté, le respect religieux des parents, mais aussi de nombreuses différences liées notamment aux dieux, aux symboles sacrés, les interdits religieux, les coutumes sociales. Les coutumes sociales qui en découlent varient d'une région à une autre, parfois même de village en village ou même de famille en famille. Les traditions dont je parle ici sont celles des sociétés africaines et sénégalaises en particulier. C'est l'objet de la page 42, voire donc je l'ai bien mentionné dans la partie réservée à la problématique. Veuillez vous référer à la page 42. Sur les rapports de l'islam avec les croyances traditionnelles, notamment les coutumes, et sur l'intervention de l'autorité dans ce qui a rapport avec la religion, nous avons surtout privilégié l'approche pluridisciplinaire. Pour justifier notre hypothèse de recherche, les mécanismes de reproduction, les dynamiques sociales, le rôle des conflits dans le processus politique et dans les dynamiques de construction sont entre autres des thématiques que cette étude prend en charge. Elle nous offre une lecture globale de l'histoire du Sénégal, de ses structures de légitimation et ses réseaux de clientèle, prenant comme site d'observation l'islam. Ici, les marabouts sont considérés dans leur contribution à la compréhension du sacré et aux problèmes humains comme médiateurs, censeurs et relais du prince. Maintenant, à quoi sommes-nous aboutis après l'analyse de ces différents chapitres? Nous nous sommes aboutis à un syncrétisme, à une combinaison des croyances, à la question de l'adaptation, d'où le thème islam, politique et tradition au Sénégal. Du 8e à la seconde moitié du 20e siècle, évolution des rapports et du processus d'adaptation. D'où la nécessité donc d'une réinterprétation émancipatrice et appropriant du modèle dans sa globalité. L'islam s'entend comme une recherche d'équilibre, mariage entre foi et raison, pour qu'elle ne vire pas au fanatisme. Son modèle cherche à nous séparer des dualismes, exemple, rapport philosophie-religion, sciences, techniques, culture. Le Coran, corpus de guidance, présente la foi comme gage de sécurité. Recherche du vrai et de l'ordre. Recherche de l'équilibre social pour qu'elle ne soit pas en contradiction avec la foi. Une étude des rapports donc entre l'islam, la politique et les traditions au Sénégal vise à explorer l'influence profonde de l'islam dans l'imaginaire collectif, à combler les lacunes académiques des chercheurs et à répondre au manque de sujets d'actualité. Au Sénégal, la force des croyances religieuses a laissé une empreinte durable sur l'évolution politique, économique, sociale, marquée par une faible laïcisation des comportements. Cet investissement religieux de près d'un millénaire a aidé la société sénégalaise à faire face aux déstructurations sociales héritées de l'époque coloniale.
L'étude traite aussi de l'impact du phénomène religieux au Sénégal, qui a servi de résistance face à l'adultération durant la colonisation. Elle montre comment la classe politique a cherché à s'associer aux marabouts pour contrôler les dynamiques sociales et politiques. L'étude examine le rôle des confréries dans la politique sénégalaise, leur fonction d'intermédiation et de contre-pouvoir. Elle éclaire enfin l'histoire du Sénégal à travers le prisme de l'islam, mettant en avant les marabouts comme médiateurs et relais du pouvoir. Donc l'écriture de cette thèse en histoire revêt à notre sens un intérêt multidimensionnel. D'abord, il s'agit pour nous de satisfaire une préoccupation de recherche non encore investie dans l'historiographie disponible de l'école de Dakar. Ensuite, il reste que beaucoup d'ouvrages que nous avons parcourus, bien que traitant parfois, abordant certains aspects de l'histoire du Sénégal, n'ont pas réservé une étude spécifique à notre sujet, notamment les rapports, c'est-à-dire les interactions entre l'islam, la politique et les traditions. À notre connaissance, il n'y a pas donc une synthèse sur la question. Enfin, le travail de recherche sur l'histoire du Sénégal constitue pour nous un rappel sur une période charnière de l'histoire du Sénégal, marquée par des luttes épiques pour retrouver son indépendance. Après 65 ans d'indépendance, où en sommes-nous? En effet, depuis les premières décennies du XXe siècle, un constat se pose en nous et s'avère irréfutable. Les structures fondamentales du contrat social sénégalais entre les religieux et les politiques ont été maintenues, en particulier dans les domaines de la production économique, de l'allégeance politique et de la soumission sociale. L'implication des religieux dans le champ politique découlait principalement de ce que l'on pourrait appeler la sénégalisation du pouvoir, qui avait commencé avec Blaise Diagne et Galandou Diouf. Nous pouvons dire que depuis 1848, et même probablement avant, les Sénégalais ont presque tout le temps élu des députés aux différents parlements français, au Palais Bourbon, et jusqu'à l'indépendance en 1960. À l'époque, les députés étaient choisis parmi les Blancs, puis à la fin du 19e siècle parmi les Métis. C'est ainsi que l'avocat François Carbeau, un Métis, marqua le premier de ce tournant en devenant député du Sénégal. Puis Blaise Diagne, noir sénégalais authentique, lui succédant en 1914 au Parlement français à Paris. En 1915, il fit adopter la loi accordant la nationalité française à tous les natifs des 4 communes du Sénégal, Saint-Louis, Gorée, Rufisque, Dakar. Dans cette étude, c'est l'objet de la deuxième partie, chapitre 4, et de la troisième partie, chapitre 6 et 7. Dans l'étude, il s'agira de mettre en exergue et de montrer les différentes influences qu'exercent les religieux dans la société sénégalaise et surtout dans l'orientation politique des institutions du Sénégal. Ensuite, ceci nous permettra de comprendre les déterminismes qui ont abouti à la nécessité d'un contrat propre à la société sénégalaise. Paul Marty a beaucoup étudié cette influence du marabout dans la société sénégalaise dans ses publications sur l'islam au Sénégal, publiées en 1913 et 1917. Marty argumente qu'avec la détérioration de la légitimité de l'aristocratie locale, les marabouts dont le prestige n'avait cessé de croître firent les figures de chefs naturels par opposition aux chefs administratifs, de communautés au sein desquelles la crise d'autorité était patente. Marty écrit, il fut un temps, après 1886, qui coïncide avec la mort de Lat Dior, le dernier résistant, où la disparition des chefs politiques du Sénégal, des royautés et aristocraties locales, qui succombaient sous le coup de la puissance française, était éclipsée par la force et la vérité de l'islam, par la vertu et la sainteté des marabouts, ses représentants. Ces marabouts, contrairement à l'aristocratie wolof et tchédo, furent considérés par la population sénégalaise comme le symbole de la résistance passive à l'égard des Blancs. À la fin du 19e siècle, on assiste à une faillite des institutions traditionnelles, à une situation d'instabilité administrative. La mission civilisatrice de la France se heurte à l'obstacle de l'islam maraboutique. Les marabouts influents font l'objet d'une constante surveillance. Ainsi, dans le souci de maintenir le pacte colonial, la France instaure une administration indirecte, s'appuyant sur des individus qui sont susceptibles d'être écoutés et suivis par les Africains. Parmi eux figuraient les marabouts. Ces derniers constituaient les seules forces organisées pour relever le défi de l'effondrement des États et pour prendre en charge les aspirations des populations. Ce pacte ou compromis avec les confréries illustre
le passage de la résistance armée à l'accommodement au système colonial. Ici, ajoute que le colonisateur français, avec la défaite des souverains légitimistes, fait face aussi à un enracinement culturel de l'islam, obstacle essentiel à la réussite de sa mission civilisatrice d'une part, et d'autre part, les liens culturels et religieux des musulmans de l'Afrique occidentale française avec le monde arabo-musulman sont considérés comme un danger pour la stabilité de l'empire colonial français. Veuillez vous référer à la deuxième partie, chapitre 2, pages 216 à 267. Et la suite, le chapitre 3 et 4 de la deuxième partie. Dans le domaine administratif donc, et politique, les autorités coloniales se sont rendues compte qu'il est impossible d'administrer le pays en ignorant ou en cursurpitant les marabouts.